Continuons. Les objectifs SMART. Alors, quand on parle d'objectifs SMART, il s'agit d'une méthode simple mais puissante pour fixer des objectifs clairs et atteignables. SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Maintenant, plongeons dans chaque critère. 1. Spécifique. Un objectif doit être précis et clairement défini. Il faut savoir exactement qui, quoi, où, pourquoi et quand. Par exemple, si on prend un technicien solaire chez GoShop Energy, un objectif spécifique serait installer 10 systèmes solaires dans des fermes rurales d'ici 3 mois. C'est clair, on sait exactement ce qui doit être fait et dans quel contexte. 2. Mesurable. Un objectif doit être mesurable pour qu'on puisse suivre les progrès. Ici, le critère de mesure, c'est quantitatif. On parle de 10 systèmes installés. Ça permet de vérifier facilement si l'objectif est atteint. 3. Atteignable. L'objectif doit être réalisable, c'est-à-dire que la personne a les compétences et les ressources nécessaires. Dans notre exemple, le technicien a déjà suivi la formation sur l'installation des systèmes solaires, donc il peut y arriver. Il faut aussi s'assurer que l'objectif est en accord avec les capacités de l'équipe. 4. Réaliste. Il faut que l'objectif soit réaliste. Est-ce que 10 systèmes en 3 mois, c'est faisable? Oui, si les conditions sont favorables et qu'il y a assez de ressources, comme les équipements, le temps et l'accès aux fermes. 5. Temporellement défini. On fixe toujours une deadline pour chaque objectif. Ici, la période donnée est de 3 mois. Cela donne un sens d'urgence et permet de planifier efficacement les étapes. Alors, maintenant que vous avez une idée des principes de base des objectifs SMART, on va aller un peu plus loin. Un objectif bien défini ne se contente pas simplement de dire « voilà ce qu'on veut faire », mais il explique aussi clairement ce qu'on veut atteindre et comment on va savoir qu'on y est arrivé. Prenons un exemple simple. Toutes les évaluations du projet seront faites avec le nouveau formulaire d'évaluation par les superviseurs. C'est un bon début, mais pour que cet objectif soit vraiment SMART, il doit être accompagné d'un indicateur qui nous permettra de mesurer sa réussite. Un bon indicateur va répondre à plusieurs questions clés. Quoi? Qu'est-ce qui doit être atteint? Dans notre exemple, toutes les évaluations doivent être effectuées avec le nouveau formulaire. Par qui? Qui est impliqué? Ici, ce sont les superviseurs qui doivent utiliser ce formulaire. Où ces objectifs seront-ils atteints? Ça peut être dans toutes les équipes de projet ou dans des sites spécifiques. Si c'est pertinent, il faut le préciser. Pour quand? En combien de temps? Quelle deadline? Par exemple, on pourrait fixer la date limite à la fin du trimestre pour que tous les superviseurs adoptent ce nouveau formulaire. Comment atteindre cet objectif? Quelle méthode? Pour que cet objectif soit réalisable, peut-être qu'il faudra former les superviseurs à l'utilisation du nouveau formulaire, organiser des ateliers ou fournir un guide d'utilisation. Qualité. Quelle sera la qualité de réalisation? On pourrait dire que la qualité sera jugée par le respect du formulaire à 100% ou par des retours positifs lors d'audits internes. Alors, commençons avec un objectif technique lié aux compétences d'un technicien chez GoShop Energy. Quand on parle de compétences techniques, il s'agit de tout ce qui touche au cœur du métier, comme diagnostiquer et réparer des pannes électriques. Prenons cet objectif SMART, objectif technique, diagnostiquer et réparer les pannes électriques dans les installations de GoShop Energy. Voyons comment cet objectif répond aux critères SMART. Spécifique. L'objectif ici est simple. Diagnostiquer et réparer les pannes électriques. Mesurable. Comment savoir si on progresse? En réduisant le temps d'arrêt des machines de 30%. Cet indicateur est quantifiable et nous permet de mesurer l'efficacité du technicien. Atteignable. Pour y arriver, le technicien va participer à des formations sur les nouvelles technologies d'éclairage et de contrôle. C'est réalisable parce qu'on donne à la personne les moyens d'atteindre l'objectif. Réaliste. Cette compétence est essentielle pour maintenir la productivité. Il ne s'agit pas d'un objectif impossible. C'est réaliste et nécessaire dans le cadre des activités de l'entreprise. Temporel. On fixe une deadline claire, d'ici le 31 décembre. Cela permet de se concentrer sur une échéance précise et de rester motivé. Maintenant, passons à un objectif transversal, qui touche plutôt aux compétences relationnelles et comportementales.
Par exemple, améliorer la communication et la collaboration avec l'équipe de maintenance. Objectif transversal. Améliorer la communication et la collaboration avec l'équipe de maintenance. Encore une fois, on va passer par les critères SMART. Spécifique. L'objectif est d'organiser des réunions hebdomadaires avec l'équipe de maintenance. C'est clair et précis. On sait exactement ce qui doit être fait. Mesurable. Pour savoir si c'est efficace, on va mesurer la qualité des réunions en se basant sur le feedback positif de l'équipe. Cela nous donne une méthode qualitative pour évaluer le progrès. Atteignable. Comment s'assurer que ça fonctionne? En prenant le temps de préparer chaque réunion avec un ordre du jour clair. On s'assure que l'objectif peut être atteint en ayant une bonne organisation. Réaliste. Améliorer le flux d'informations est essentiel pour éviter les malentendus et les retards. C'est un objectif pertinent, car il a un impact direct sur la coordination de l'équipe. Temporel. L'objectif commencera à partir de la première semaine de janvier et durera 6 mois. On a donc une période bien définie pour observer et évaluer les résultats. Alors, parlons d'un exemple concret d'objectif SMART technique pour un technicien chez GoShop Energy. Objectif technique, diagnostiquer et réparer les pannes électriques. Concrètement, quoi? On veut réduire le temps d'arrêt des machines de 30%. Par qui? Ce sera le technicien électricien, celui qui gère l'entretien et les réparations. Ou, dans nos installations, que ce soit l'atelier ou les bureaux. Pour quand? On se fixe une date, d'ici le 31 décembre. Comment? On va suivre un programme de maintenance préventive, participer à des formations sur les nouvelles technologies et utiliser des outils de diagnostic performants. Et la qualité, les réparations doivent être au top, respecter toutes les normes de sécurité et obtenir un taux de satisfaction client d'au moins 90%. Indicateur de suivi. On va mesurer la réduction du temps d'arrêt en comparant avant et après chaque intervention, avec l'objectif d'atteindre ces 30% de réduction d'ici la fin de l'année. Passons maintenant à un objectif transversal qui concerne la communication et la collaboration au sein de l'équipe de maintenance. Objectif transversal. Améliorer la communication et la collaboration avec l'équipe de maintenance. Alors, quoi? On veut organiser des réunions hebdomadaires avec toute l'équipe de maintenance pour partager les infos importantes et résoudre les problèmes en temps réel. Par qui? Le technicien électricien, bien sûr, mais aussi toute l'équipe de maintenance. Ou, ça peut se faire dans la salle de réunion chez GoShop Energy ou même en ligne si nécessaire. Pour quand? On commence dès la première semaine de janvier et on continue pendant 6 mois. Comment? À chaque réunion, on prépare un ordre du jour clair. On recueille les sujets à discuter à l'avance et on s'assure qu'il y a une bonne ambiance de confiance et de collaboration. Et côté qualité, l'idée c'est que chaque réunion produise des résultats concrets. Par exemple, au moins un plan d'action par réunion, et on vise un feedback positif de l'équipe sur l'efficacité des échanges. Indicateur de suivi. On va suivre 2 choses. Le nombre de réunions organisées. On s'assure d'en faire au moins 12 sur 6 mois. Le feedback de l'équipe. On mesure leur satisfaction avec l'objectif d'avoir un taux supérieur à 80%. La première étape pour donner un feedback efficace, c'est de bien se préparer. Voici 2 éléments essentiels à prendre en compte. 1. Identifier le contexte. Avant de commencer, assurez-vous de bien comprendre la situation ou le comportement que vous allez aborder. Cela implique d'avoir des exemples précis en tête. Par exemple, si vous voulez discuter d'un problème lié à une tâche non réalisée, soyez prêt à expliquer ce qui s'est passé et pourquoi c'est important. 2. Choisissez le moment approprié. Le timing est crucial. Trouvez un moment où l'employé est réceptif et où vous avez suffisamment de temps pour une conversation approfondie. Le mieux, c'est de donner le feedback peu après l'événement concerné, mais pas dans l'urgence. Cela permet de garder la discussion pertinente et de maximiser les chances que le feedback soit bien reçu. Quand il s'agit de donner un feedback, il y a une méthode super simple qui marche bien. C'est la méthode SBI. Situation, comportement, impact. Ça permet de rester clair, précis et d'éviter les malentendus. A. Utiliser la méthode SBI, situation. D'abord, on commence par décrire le contexte où ça s'est passé. Il faut être spécifique. Par exemple, lors de la réunion de projet de jeudi dernier, ça permet à la personne de bien visualiser la situation. Comportement.
Ensuite, on parle du comportement observé, mais sans jugement, juste les faits. Par exemple, tu as interrompu plusieurs fois tes collègues pendant qu'ils parlaient. C'est factuel, on évite de dire « tu es toujours comme ça » ou de faire des généralisations. Impact. Après ça, on explique l'impact que ce comportement a eu. C'est important de montrer pourquoi c'est un problème. Par exemple, cela a créé de la confusion et empêché l'équipe d'exprimer pleinement leurs idées. Ça aide la personne à comprendre ce que ça a provoqué chez les autres. B. Apporter des suggestions constructives. Une fois que c'est dit, on ne s'arrête pas là. L'idée, c'est aussi d'apporter des solutions. Par exemple, essaye de laisser tes collègues finir leurs idées avant d'intervenir. Ça permettrait d'avoir des discussions plus fluides et productives. 3. Écouter et impliquer. Une fois que vous avez donné votre feedback, il est important de créer un vrai dialogue. Demandez à la personne ce qu'elle pense de ce que vous venez de dire. Par exemple, vous pouvez dire « Qu'en penses-tu, Adjesté? Est-ce que tu as remarqué ça aussi au sein de l'équipe? » Cela permet d'ouvrir la discussion et de comprendre leur point de vue. Écoutez attentivement, car peut-être qu'il y a des éléments que vous n'avez pas vus ou qu'ils ont une perspective différente. Le but, c'est d'être ouvert au retour. 4. Mettez l'accent sur le positif. Quand on donne du feedback, il ne faut pas oublier de reconnaître les points forts. C'est essentiel de maintenir un bon équilibre. Par exemple, j'apprécie vraiment ton engagement sur le projet et la manière dont tu proposes toujours des idées innovantes. Cela montre que vous reconnaissez les efforts et les succès, et pas seulement les points à améliorer. Cela rend le feedback plus constructif et encourageant. 5. Suivi. Enfin, le feedback ne s'arrête pas là. Il faut prévoir un suivi pour voir comment les choses avancent. Vous pourriez dire par exemple, « J'aimerais qu'on refasse le point dans 1 mois pour voir comment ça évolue. » Cela montre que vous êtes là pour soutenir le processus d'amélioration et que vous êtes disponible pour aider si nécessaire. La première étape pour bien gérer les résultats, c'est de réviser les objectifs fixés au départ. On commence par comparer les performances réelles avec ce qui était prévu. Est-ce que les objectifs ont été atteints, partiellement atteints ou pas du tout? Prenons un exemple. Disons qu'un technicien électricien devait réduire de 30% le temps d'arrêt des machines. Vous allez analyser si cet objectif a été atteint. Ensuite, il est important d'identifier les forces et les points d'amélioration. Cela veut dire relever les domaines où l'employé excelle et ceux où il peut encore progresser. Par exemple, peut-être que ce technicien est très bon en diagnostic, mais qu'il a encore du mal à bien communiquer avec son équipe. L'analyse doit toujours être basée sur des données objectives. On s'appuie sur des faits et des chiffres, comme des indicateurs de performance, plutôt que sur des impressions subjectives. Par exemple, vous pourriez utiliser le pourcentage de réduction du temps d'arrêt des machines ou des retours d'équipe obtenus via des sondages. 2. Prise de décision basée sur les résultats. Une fois que vous avez analysé les résultats, il est temps de prendre des décisions sur la suite. Il y a 2 aspects importants ici, la reconnaissance et le développement des compétences. A. Reconnaissance et récompense. Si l'employé a dépassé ses objectifs, il est essentiel de reconnaître cette performance de manière formelle. Ça peut être sous forme de prime, d'augmentation, de promotion ou même simplement d'une reconnaissance publique lors d'une réunion d'équipe. Par exemple, si notre technicien électricien a réduit le temps d'arrêt des machines de 35%, au lieu des 30% attendus, il pourrait recevoir une prime de performance ou être mis en avant devant ses collègues. Mais même si les objectifs ne sont pas entièrement atteints, il ne faut pas oublier de reconnaître les efforts. Ça motive énormément. Par exemple, si l'objectif des 30% n'a pas été atteint, mais que l'employé a montré un engagement constant et a beaucoup travaillé, il est important de valoriser cet effort. B. Développement des compétences. Ensuite, si les résultats montrent qu'il y a des lacunes dans certaines compétences, il faut agir. On peut proposer des formations, du coaching ou du mentorat pour aider à combler ces manques. Prenons l'exemple où le technicien a du mal à travailler en équipe. On pourrait envisager de lui proposer une formation en compétences interpersonnelles pour améliorer cette capacité.
Enfin, après avoir identifié ses besoins, il est important de fixer de nouveaux objectifs de développement. Par exemple, si l'on veut améliorer la communication interpersonnelle du technicien, on pourrait fixer l'objectif de suivre une formation spécifique d'ici 3 mois. Cela permet de continuer à progresser de façon concrète. 2. Prise de décision. Basée sur les résultats. Maintenant que nous avons analysé les résultats, il est temps de réfléchir à la prise de décision. Cela se divise en 2 parties essentielles, la reconnaissance et les récompenses et le développement des compétences. A. Reconnaissance et récompense. Commençons par la reconnaissance. Si un employé a vraiment dépassé ses objectifs, il est important de le récompenser. Ça peut se faire de plusieurs façons: prime, augmentation de salaire, promotion ou même simplement une reconnaissance formelle lors d'une réunion. Par exemple, imaginons un technicien électricien qui a réussi à réduire le temps d'arrêt des machines de 35% au lieu de 30%. Ce serait génial de lui attribuer une prime de performance ou de lui faire une mention spéciale devant toute l'équipe. Et même si les objectifs ne sont pas totalement atteints, on ne doit pas oublier de reconnaître les efforts fournis. Par exemple, si l'objectif des 30% n'a pas été atteint, mais que l'employé a montré un engagement exceptionnel, il est important de valoriser cet effort. Cela contribue à maintenir la motivation. B. Développement des compétences. Ensuite, si l'analyse montre qu'il y a des lacunes dans certaines compétences, c'est le moment de décider des actions à entreprendre. Cela peut inclure des formations, du mentorat ou du coaching. Par exemple, si le technicien a des difficultés à travailler efficacement en équipe, on pourrait envisager de lui proposer une formation en compétences interpersonnelles. Cela pourrait vraiment l'aider à s'améliorer dans ce domaine. Enfin, après avoir identifié ces lacunes, il est essentiel de fixer de nouveaux objectifs de développement. Par exemple, on pourrait dire « Nous voulons améliorer ta communication interpersonnelle en te faisant suivre une formation d'ici 3 mois. » Cela permet de donner un cadre clair pour progresser. C. Mesures correctives. Passons maintenant aux mesures correctives. Parfois, malgré tous les efforts, un employé peut ne pas atteindre ses objectifs ou ses performances peuvent être en deçà des attentes. Dans ces cas-là, il est important d'agir de manière constructive. Avertissement ou plan d'amélioration. Si vous constatez que les résultats ne sont pas à la hauteur, il faut établir un plan d'amélioration avec des actions correctives spécifiques à court terme. Par exemple, si le technicien a un faible taux de satisfaction de ses interventions, on pourrait mettre en place une période de suivi intensif. Cela signifie qu'on va lui offrir un encadrement rapproché pour l'aider à améliorer ses performances. On peut organiser des sessions de feedback régulières pour discuter des progrès. Redéfinition du poste. Parfois, il arrive que les compétences d'un employé ne correspondent pas exactement aux exigences de son poste actuel. Dans ce cas, il peut être judicieux d'envisager une réaffectation ou un changement de rôle qui soit mieux adapté à ses compétences. Par exemple, si notre technicien montre davantage de compétences en gestion qu'en intervention sur le terrain, pourquoi ne pas le réorienter vers un rôle de superviseur? Cela lui permettrait d'utiliser ses talents de manière plus efficace, tout en renforçant l'équipe. En résumé, les mesures correctives sont essentielles pour garantir que chaque membre de l'équipe ait les moyens de réussir. Qu'il s'agisse d'un plan d'amélioration ou d'une réaffectation, l'objectif est de s'assurer que chacun puisse atteindre son plein potentiel dans un rôle qui lui convient. Après l'évaluation, il est essentiel de mettre en place un plan d'action clair pour avancer. Ce plan doit définir les prochaines étapes, avec des objectifs révisés et des dates de suivi. Par exemple, on peut fixer de nouveaux objectifs pour améliorer la communication avec l'équipe ou pour atteindre un niveau de performance supérieur d'ici la prochaine évaluation intermédiaire. Il est aussi important de définir des délais pour le suivi. On veut s'assurer que les progrès sont mesurés et que les actions sont ajustées si nécessaire. On pourrait, par exemple, planifier une évaluation intermédiaire dans 6 mois pour faire le point sur les objectifs fixés et voir où on en est. Enfin, n'oublions pas d'encourager l'auto-évaluation.
Inviter l'employé à réfléchir à sa propre performance et à proposer des solutions peut vraiment renforcer son engagement dans son développement. Par exemple, on pourrait demander aux techniciens de réfléchir à des moyens concrets pour améliorer la collaboration avec ses collègues. Avec un plan d'action, des délais de suivi et une démarche d'auto-évaluation, on s'assure que chaque employé est activement impliqué dans son propre développement, ce qui renforce la motivation et l'adhésion au processus. Quand on parle de communication, il est essentiel d'assurer clarté et transparence. Il faut communiquer clairement les résultats de l'évaluation et les décisions qui en découlent. L'employé doit comprendre non seulement ce qui a bien fonctionné, mais aussi ce qui doit être amélioré. Par exemple, il est important de discuter des raisons pour lesquelles certains objectifs n'ont pas été atteints, en expliquant clairement les attentes pour l'avenir. Il est également crucial d'impliquer l'employé dans cette discussion. Encouragez une conversation ouverte sur les résultats pour vous assurer qu'il a bien compris et qu'il est aligné avec les objectifs à venir. Vous pourriez poser des questions comme « Es-tu d'accord avec les mesures que nous avons décidées pour la prochaine période? As-tu des suggestions supplémentaires? » Cela montre que vous valorisez son point de vue et que vous êtes prêt à collaborer. En fin de compte, la gestion des résultats après une évaluation et la prise de décision doivent être des processus collaboratifs, orientés vers le développement de l'employé et l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Chez GoShop Energy, cela signifie reconnaître les performances, identifier les axes d'amélioration et surtout accompagner les employés pour les aider à évoluer professionnellement. Cette approche favorise un environnement de travail positif où chacun se sent impliqué et soutenu dans son développement. En conclusion, l'entretien d'évaluation chez GoShop Energy doit être un processus structuré et aligné avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, tout en restant centré sur le développement individuel de chaque employé. En appliquant tous ces points d'attention, vous contribuerez à instaurer une véritable culture de la performance et de la croissance continue au sein de l'équipe. Cela permet non seulement de renforcer l'engagement des employés, mais aussi d'atteindre les objectifs globaux de l'entreprise de manière efficace. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent valorisé et motivé à évoluer.